Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parcours des femmes où nous mettons en lumière les parcours inspirants des femmes qui ont marqué leur époque avec leur engagement et leur détermination. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité remarquable. Elle est née le 11 septembre 1965. Elle a grandi avec une passion pour les relations internationales qui l'a conduite ainsi à étudier à Paris puis en Chine. Devenue enseignante dans ce domaine, elle a su allier son savoir académique à une carrière dense au service de son pays, le Tchad. Mesdames et messieurs, avec nous sur ces plateaux, je vous laisse en suspense. C'est Madame Madeleine Alingué. Ce soir, nous aurons le plaisir d'explorer son parcours exceptionnel, ses défis, ses réussites ainsi que sa vision pour l'avenir du Tchad. Mais avant de commencer, nous allons marquer une toute petite pause publicitaire avant de revenir sur ces plateaux. Des retours sur ces plateaux, comme je l'avais annoncé, nous recevons aujourd'hui Madame Madeleine Alingué. Bonsoir Madame Alingué. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre parcours. À vous, merci à vous. Alors, pour commencer, pour nos téléspectateurs qui ont soif de connaître qui est Madeleine Alingué. Bon, donc merci déjà beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur pour moi également. Madeleine Alingué, c'est une femme tchadienne, mère de 2 enfants, passionnée de langue et également au service de son pays, je pense. D'accord. Vous avez commencé, quelle a été d'abord votre enfance, mais aussi votre parcours élémentaire? Bon, très bien. Moi, je suis née à Fort-Lamy, en fin de compte. Je suis née en 1965, donc c'était encore sous la période de Fort-Lamy. Donc j'ai grandi, c'est vrai, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir pu grandir non seulement à Fort-Lamy, N'Djamena. J'ai fait d'abord tout ce qui est mon enfance, ma petite enfance. Vous savez, moi je suis née dans une famille de 7 enfants, je suis la 4e. Et donc j'ai eu une enfance relativement entourée, choyée. Je suis née dans une famille aussi chrétienne. Et tout cela a fait que réellement j'ai eu une enfance assez heureuse. J'ai un parcours éducatif qui est également privilégié, il faut le dire, au Tchad. J'ai fait d'abord mon primaire ici à N'Djamena, et après, pour les fonctions de mon père, nous avons eu la chance et le privilège d'aller tout d'abord aux États-Unis, là où il était basé comme ambassadeur. Après, nous avons pu continuer sur l'Europe, à Paris, où j'ai fait un bac A en lettres. Et j'ai décidé pour des études en fin de compte en langue, parce que j'aime les langues, et j'ai pu commencer des études en linguistique où j'ai appris plusieurs langues. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'italien, après je me suis spécialisée en chinois, j'ai appris également l'espagnol. Donc mes études m'ont ouvert les portes aux langues. Ça veut dire quand on apprend une langue, on apprend une culture, on apprend la diversité du monde. Donc c'est un peu ça qui m'a motivé en fin de compte à ouvrir les yeux sur le monde en fin de compte. Notre polyglotte. Alors, si vous pouvez aussi nous poser un peu de votre cursus universitaire, parce que nous aimerions savoir quelle filière avez-vous choisi pour en arriver là. Donc, merci beaucoup. Donc, avec cette passion en fait pour les langues,
moi, je me suis spécialisée en linguistique. J'ai fait un DUG en anglais. J'ai commencé un DUG tout simple en anglais, en combinant d'autres langues latines, l'espagnol et l'italien. Après, j'ai fait une licence en chinois. J'étais à Paris 8, Saint-Denis, où là, j'ai vraiment commencé à étudier le chinois. Avec un très grand professeur, je me rappelle, Alain Roux, un historien sinologue. Et grâce à ça, à cette passion pour les langues, en fin de compte, j'ai pu obtenir une bourse pour aller étudier en Chine la culture et l'histoire chinoise. Donc j'ai eu la chance et le privilège donc, de passer 4 ans en Chine, où je me suis spécialisée en histoire et langue chinoise. Après la Chine, j'ai eu la possibilité de rencontrer le père de mes enfants, en fin de compte, qui est sud-américain. Et puis je suis partie en Amérique latine. Et là, j'ai continué mes études et j'ai fait une maîtrise en relations internationales. Pour combiner, en fin de compte, les relations internationales me permettaient de concrétiser, en fin de compte, ce que les langues me donnaient. Les langues me permettaient de comprendre que nous avons des cultures différentes, nous avons des manières de penser différentes. Et quand vous superposez ça aux relations internationales, vous comprenez comment toutes ces différentes cultures interactuent, échangent dans quel domaine spécifique. Ça peut être dans l'économie, ça peut être dans la politique, ça peut être dans le social. Et donc, les relations internationales m'ont permis de mettre un sens, en fin de compte, à mon apprentissage des langues. Je comprenais avec cette matière que le monde, il bouge, le monde, il est en mouvement tout le temps, et c'est grâce à la diversité, justement, linguistique, culturelle, politique, sociale, géographique des différents peuples du monde, que justement le monde y fonctionne. Donc ce parcours-là, c'est ça ce qu'il m'a fait comprendre, en fin de compte. D'accord. Alors, vous avez débuté votre carrière à l'Organisation internationale des migrations, c'est bien cela. Alors, quel rôle avez-vous joué et quelles étaient les principales missions qui vous ont été assignées au sein de cette institution? Bon, c'est vrai que mes études m'ont mené loin de mon pays, en fin de compte. Ouais. Et donc, j'ai vécu, c'est vrai, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Europe, j'ai vécu en Asie, j'ai même vécu aussi en Amérique latine. Et en 2011, après tout ce parcours, en fin de compte, en 2011, j'ai décidé de rentrer. Et comme vous le savez, notre contexte régional a fait qu'en avril 2011, la crise libyenne a surgi. Oui. Et donc la situation de la Libye a généré un afflux massif de réfugiés, de tensions très exacerbées dans notre région. Et quand je suis rentrée en 2011, j'ai postulé à l'OIM et bon, j'ai eu la chance d'avoir été retenue comme assistante du chef de mission. Et dans cette mission-là, en fin de compte, et dans le contexte régional qu'on avait, un des programmes les plus importants c'était le rapatriement des Tchadiens qui étaient bloqués par la crise en Libye. Okay. Et donc, j'ai été responsabilisée pour coordonner avec la partie du gouvernement du Tchad le rapatriement des Tchadiens qui étaient bloqués en Libye. Donc nous avons fait ce travail pendant plus de 3 ans. Différentes méthodes ont été utilisées, différents instruments ont été utilisés pour ce rapatriement. Et donc nous avons rapatrié plus de 160 000 Tchadiens qui étaient bloqués en Libye pendant la crise libyenne.
Donc j'ai travaillé pour l'OIM donc, pendant plus de 4 ans ici au Tchad. Ici au Tchad, donc vous n'avez pas été confié à demander de partir dans un autre pays pour travailler pour le compte du Tchad? Non, pas du tout. J'ai travaillé spécifiquement sur ce programme-là. Vous savez, nous avons une grosse communauté tchadienne qui vit en Libye. En fin de compte, ça fait la Libye, c'est notre pays frontalier, c'est un pays frère. Donc, nous avons énormément de populations qui vivent là-bas. Et la crise a, comme on l'a dit, exacerbé justement les tensions. La difficulté de vie des Tchadiens qui étaient en Libye, ils ont volontairement demandé leur rapatriement et le Tchad a accédé à cela et donc nous avons mis en place tout un mécanisme qui permettait de ramener ces Tchadiens dans une zone de plus de paix. D'accord. Maintenant, parlons un peu de vos fonctions gouvernementales. Voilà. Comment avez-vous vécu votre première entrée? C'est bien en 2016, exactement? Ou bien Oui, c'est vrai. Après l'OIM, j'ai été intégrée au groupe, à l'équipe tchadienne qui a participé comme pays non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous sommes partis donc, avec cette équipe pendant plus de 2 ans, de 2014 à 2016, à New York, où nous avons travaillé justement en représentation du Tchad au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ah ok, d'accord. Et donc c'est en 2016. Exactement, en 2016 qu'on vous a confié le portefeuille de secrétaire d'État aux affaires étrangères. Exactement. Oui. Alors, quelles étaient vos priorités à ces postes? En 2016, vous savez, nous avons vécu la période aussi de la candidature de son Excellence M. Moussa Faki au poste de président de la Commission de l'Union européenne. Donc, une des tâches que nous avions était de travailler pour cette candidature-là. Donc, nous avons appris à faire énormément de lobby, à la préparation même de cette candidature. Ça, c'était une des responsabilités. L'autre responsabilité que moi j'avais en tant que secrétaire d'État, c'était également de travailler sur la diaspora tchadienne. Avec les partenaires qu'il y avait, dont l'OIM et d'autres partenaires européens, nous avons concrétisé un programme d'appel des Tchadiens à l'étranger pour un retour à la contribution du développement du Tchad. Donc ça également, c'était une responsabilité que nous avions. En plus de tout ce qui était la charge du suivi de nos représentations diplomatiques à l'étranger, ces différentes responsabilités m'ont permis de voir un peu plus de plus près la politique étrangère tchadienne, comment elle se définissait, mais également comment on pouvait, à travers cette candidature, comment le Tchad avait un certain poids international et que nous avons pu obtenir justement ce positionnement, en fin de compte, du Tchad au niveau continental. Madeleine Aligué, ça va? Très bien. Vous êtes la toute première femme à avoir occupé le poste de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'est dans l'histoire. Bon. Alors, quelle a été votre expérience à ces portefeuilles? C'était un beau défi en tout cas. Ouais. C'était un beau défi. Je remercie encore pour la confiance qui m'a été accordée à cette époque-là.
Comme ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous étions en pleine période des 16 mesures. 16 mesures, je me rappelle encore. Vous vous rappelez, les 16 mesures étaient une période très importante, en fin de compte, de la réorientation de l'établissement de l'État, en fin de compte. Ouais. Les objectifs étaient d'assainir l'État, de remettre en marche cette administration qui avait des difficultés à avancer. Nous avions une crise, nous vivions dans une crise internationale, une crise économique internationale qui avait des impacts très importants sur nos ressources. Il y avait une limitation budgétaire qui était là et le gouvernement devait prendre des actions spécifiques afin de pouvoir affronter cette situation. Et pour cela, le gouvernement m'a confié le rôle de transmettre cette idée, en fin de compte, aux populations. Donc, quand on est porte-parole du gouvernement, c'est traduire, en fin de compte, ce besoin de rigueur nouveau qu'on avait au niveau du Tchad, au niveau de la population. Et c'était pas une tâche facile parce que nous vivons au Tchad, nous sommes pluriels, nous sommes très diverses. Le Tchad vit des situations de tension également très profondes. La vie chère était là, les difficultés du quotidien étaient là, et il fallait de toute façon aller sur ce chemin qui était indispensable pour le bon fonctionnement de notre État. Et je pense que par ma voix, on a pu expliquer ce qui se passait. On a pu peut-être, je l'espère, faire comprendre le besoin de ces 16 mesures et apaiser la situation pour que le Tchad puisse aller dans cette situation. Justement, par rapport à ces défis-là, dites-nous, comment avez-vous géré tous ces défis qui vous ont été confrontés? Comment vous avez su gérer cela? Je pense qu'avec... il y avait une solidarité gouvernementale qui a permis, je pense, d'avoir une information franche, une information sincère, une information fiable. Après, je pense que une des choses que moi je crois, c'est qu'il faut faire confiance aux populations. Les populations sont très résilientes, les populations, quand on leur parle bien, elles savent écouter, elles savent comprendre également dans quel contexte nous sommes. Donc, moi je pense que l'atout, c'était d'être simple, sincère et transparent. Donc, tous les communiqués, tous les comptes rendus que je pouvais réaliser, j'avais ça en esprit, en fin de compte. Être sincère, être simple, être transparent, être la plus franche possible, parce que vous avez en face de vous un interlocuteur qui est résilient, qui sait ce qu'il fait, qui est notre population, et qui sait où il va, en fin de compte. Donc, je pense qu'il fallait être, c'est ça, simple, direct, transparent, malgré les difficultés. Je pense que c'est ça ce que j'ai utilisé comme outil, en tout cas. Pour relever les défis. Pour relever les défis. D'accord. Alors aujourd'hui, lorsqu'on évoque le nom d'abord, Madame Madeleine Alingé, l'on associe à cette image d'une femme forte, une femme imposante.
Alors, pensez-vous que c'est comme un simple flatterie pour vous? C'est pas de la flatterie. Je pense que si les gens ont une certaine image de moi, Mhm. c'est que peut-être derrière tout ça, il y a beaucoup de travail aussi, je Exact. pense. Hein. Mhm. Tous les jours est un jour où il faut faire des efforts, où il faut obtenir un peu les objectifs qu'on se met en tête et que aussi le contexte vous demande. Donc vous essayez de faire le mieux possible. Donc ça veut dire que vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur l'information que vous recevez, vous la vérifiez, vous essayez de la confronter, vous essayez de... Si, je pense qu'on essaye tous les jours de travailler sur soi-même pour pouvoir être au mieux. Mhm. Et ça façonne la personne. Et c'est peut-être ça qui donne cette image peut-être de force. Vous, parlons un peu de serment confessionnel. Vous vous rappelez? Ah, Alors, en vertu de la Constitution de la 4e République, où elle était imposée à tous les hauts cadres ou bien hauts fonctionnaires de l'État de jurer ou bien de prêter serment au nom d'Allah. Vous êtes illustré par un refus et en jurant au nom de Dieu. Assumez-vous toujours ces postures? ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que le serment confessionnel était un moment où il y avait beaucoup de confusion également au Tchad, non? Et il fallait effectivement un espèce de dialogue pour pouvoir définir un peu les règles du jeu au Tchad. Ouais. Euh, mais la prestation que j'ai faite, euh, je pense que ça représente, c'est un acte de foi, Mhm. si, c'est un acte de foi. Euh, nous sommes dans un pays où différentes confessions religieuses euh, existent et sont permises et sont autorisées. Si. Donc, c'est dans cette conviction-là que nous allons au serment confessionnel. Ouais. Euh, la liberté religieuse au Tchad est un acte constitutionnel, Mhm. est un privilégié ou faire montre de sa foi Mhm. est quelque chose de légitime et de permis. Ok. Donc, le sermon confessionnel, pour moi, c'est un acte de foi qui représente la diversité Mhm. au Tchad, qui représente également la possibilité d'avoir un État laïque au Exactement. Tchad. Mhm. Euh, donc, euh, ça représente le Tchad en fin de compte. Ouais. C'est, donc, donc, je continue à croire que le Tchad est ce pays ouvert et ce pays où la laïcité euh, est règle et république, fait de nous une république. Euh, et, et, et je pense que même les conséquences de cette action ont démontré que nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit et que la laïcité a sa place dans ce pays. D'accord. Vous avez occupé plusieurs postes ministériels, pas seulement le poste de ministre de la communication porte-parole du gouvernement, mais aussi ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat à l'époque. Alors, quelle initiative avez-vous mise en place et que vous êtes fier jusqu'aujourd'hui? Bon, merci beaucoup pour cette question. Plusieurs initiatives ont été faites pendant le temps où j'étais à la culture. Mhm. Bon, le premier, peut-être que les gens se rappellent aussi, c'est Dari, le festival Dari, où nous avons créé cette nouvelle plateforme de divertissement pour la population tchadienne, en sachant que une
un des objectifs principaux ou un des besoins de notre pays, c'est la cohésion sociale. Sur la base de ce concept ou de cette nécessité de cohésion sociale, le besoin du brassage, le besoin de se connaître l'un et l'autre, de reconnaître la diversité de notre pays. Donc une équipe a été mise en place autour de l'OMPTA et toute l'équipe du ministère de la Culture pour pouvoir créer cette plateforme qui est le Festival d'Ari. Donc je suis très heureuse qu'il y ait une continuité jusqu'à aujourd'hui. Et la valeur de ce festival a été perçue tout de suite d'ailleurs par le maréchal à l'époque, maréchal Idriss Déby Itno, où il a pu institutionnaliser le processus et on voit l'engouement à chaque fois plus grand de cet exercice en fin de compte. Le Festival d'Ari représente ce que nous sommes. Exactement. C'est ce que nous sommes. Et je pense que si on lui donne de plus en plus de place, nous nous reconnaîtrons dans des espaces comme ça et nous arriverons justement à un vivre ensemble beaucoup plus propice, beaucoup plus fertile pour le Tchad. Nous l'espérons vraiment et vivement. Vous avez également occupé le poste de secrétaire d'État aux perspectives économiques et aux partenariats internationaux. Alors, nous aimerions poser une question relative à l'économie tchadienne actuellement. Donc, aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de l'économie tchadienne et quels sont les partenariats internationaux cruciaux qui peuvent vraiment aider le Tchad à se développer? Okay. Au plan et à l'économie, c'était également une expérience nouvelle de pouvoir identifier un peu tous les défis au développement que le Tchad a. Quand on est au plan, on se rend compte également que le Tchad est un pays qui par son contexte, vit une crise humanitaire également. Donc nous avons cette double facette où l'humanitaire a un discours particulier sur l'économie tchadienne, c'est-à-dire que nous sommes toujours au niveau de la recherche de financement, la recherche de donations. Donc l'humanitaire est dans ce discours où on recherche l'appui des autres afin qu'ils nous aident. Et on a un autre pays qui est très riche en potentiel, non seulement pétrolier, minier, et, agricole, élevage, solaire. Nous avons énormément de potentiel qui devrait nous booster pour aller vers une économie de développement beaucoup plus solide. Donc nous avons cette double face en fin de compte. Nous avons un humanitaire qui demande des donations et nous avons un potentiel économique on devrait investir beaucoup plus pour qu'on puisse stabiliser notre pays comme un pays tout à fait normal. Et nous avons les compétences de cela. Donc nous sommes sur cette ce double langage et cette double situation. Et vis-à-vis de ça, les partenaires traditionnels ont axé notre développement sur l'humanitaire, sur l'assistanat. Et je pense que c'était juste à un moment donné, mais il faut passer maintenant au niveau du développement. Et pour cela, il y a des nouveaux partenaires. Et ces nouveaux partenaires, nous les voyons, les États-Unis sont un partenaire, la Chine est un partenaire nouveau,
qui croit en l'Afrique, qui veut investir en Afrique et dont on a les possibilités de dialoguer avec eux pour pouvoir effectivement ouvrir une nouvelle brèche justement pour ce développement. Donc je crois que nous devons tourner nos regards vers l'Asie, particulièrement la Chine, où nous avons des amis et un potentiel de partenariat qui peut être très fructueux pour le Tchad. Nous essayons d'explorer un peu votre parcours dans différents domaines. Pour dire, quelles leçons vous avez tirées de votre parcours jusqu'à présent, après avoir été plusieurs fois ministre, et comment ces leçons-là ont-elles façonné votre vision, surtout votre vision de leadership? Le Tchad est rempli de défis. Si, on a encore beaucoup de défis à relever. On a le défi d'une vision commune pour le Tchad, par exemple. Si, c'est vrai, tout le monde veut le bien pour le Tchad, oui, mais on ne sait pas comment y aller. Si. Les défis sont internes, moi je trouve, l'éducation, la formation, le professionnalisme, la lutte anticorruption, une administration forte, des institutions fortes. Tout cela, nous devons travailler pour que justement nous ayons ce Tchad que nous voulons. Si. Moi, mon expérience, ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut continuer à travailler. Il faut continuer à s'investir pleinement pour le Tchad. Il faut continuer à être rigoureux pour le Tchad. Nous avons dans nos mains un pays qui a énormément de potentiel. Énormément de potentiel. C'est à nous d'avoir confiance en nous-mêmes et d'aller vers ce Tchad que nous voulons. Vous êtes aussi enseignante à l'université. Oui. Alors, vous pouvez nous dire, vous intervenez dans quelle discipline? Bon, c'est un retour en arrière alors. Exactement. Bon, oui, j'enseigne à l'ENA, Tchad, où j'enseigne les jeunes qui vont rentrer dans la fonction publique. Et je reste dans mon domaine, hein. Moi je reste dans le domaine des relations internationales. Je dicte un cours qui s'appelle Analyse de politique internationale, où j'essaye de donner aux étudiants sur une problématique internationale, comment ça nous touche nous, et comment nous, vis-à-vis de cette situation, nous pouvons réagir, et comment nous avons une place dans le monde, et comment nous avons une voix également dans le monde. Donc c'est avec des méthodes pluridisciplinaires, parce que nous avons une vision très large des choses, et les étudiants sont très riches en idées, en solutions même. Donc c'est essayer de leur donner tous les atouts et les outils possibles pour pouvoir analyser une situation et de se faire entendre dans cette situation. Nous avons besoin d'avoir confiance en nous, faire ça visible pour nous, et surtout parce que le monde écoute le Tchad quand le Tchad parle. Est-ce que vos études en relations internationales a-t-elle influencé votre carrière? J'allais dire comment? Moi, j'ai commencé par les langues et j'ai compris que les hommes dans les différentes parties du monde parlent une langue. Ça veut dire qu'ils pensent d'une certaine manière, ils sentent d'une certaine manière, ils se bougent d'une certaine manière. Quand on apprend les langues, on apprend ça. Okay. On apprend culture, on apprend voilà. Et quand j'ai mis les relations internationales sur ces langues, j'ai compris que chaque culture peut interagir. Si vous pouvez être voisin, limitrophe, pays limitrophes, donc vous êtes obligé de communiquer avec l'autre. Donc comment vous communiquez avec l'autre? Avec quoi vous communiquez avec l'autre? Pourquoi vous communiquez avec l'autre? Dans quel but vous communiquez avec les autres? Et
Et bon, moi j'ai appris 5 langues internationales. Tu sais, je parle anglais, français, chinois, je comprends l'arabe, je parle l'espagnol. Donc toutes ces différentes cultures, quand vous mettez les relations internationales dessus, vous voyez comment elles interagissent. Tu sais, à travers de quel atout, de quel instrument, à travers de quel son, sonorité, à travers de quel... C'est ça qui est intéressant en fin de compte. Les relations internationales nous permettent de comprendre que, un, vous avez besoin des autres. Si, on est dans un monde interdépendant, vous avez absolument besoin des autres. Et deux, vous devez gérer cette manière de communiquer avec les autres. C'est ça ce que j'essaye d'enseigner. C'est ça ce que j'essaye d'apprendre. Si, nous ne sommes pas seuls dans le monde et il faut apprendre à communiquer avec les autres, sortir de soi pour pouvoir aller vers les autres, pour pouvoir grandir, tout simplement. Parce que quand vous parlez avec les autres, quand vous communiquez avec les autres, vous grandissez. Oui. Vous apprenez, vous construisez mieux, vous apportez de nouveaux éléments dans vos vies. Et comme ça, vous pouvez sortir, vous pouvez grandir. Et le Tchad, il fait ça tous les jours. Et on a besoin de ça tous les jours. Notre diversité culturelle, elle est faite pour ça, justement. Il faut qu'on apprenne à se parler, à se communiquer, pour grandir. Parce que quand vous apportez quelque chose à votre vie, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui vous nuit. Non, au contraire. L'autre, on a besoin de lui quoi qu'il fasse. Parce qu'il a un atout qui permet que vous puissiez avancer. Et je pense que les relations internationales, c'est ça ce que ça nous apprend. Si? À aller vers l'autre, communiquer avec l'autre, grandir avec l'autre. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, question finale, quel conseil prodiguez-vous aujourd'hui à ces jeunes femmes-là qui aspirent à une carrière similaire à la vôtre? Il faut travailler, il faut être entouré. Quand vous avez une famille qui vous accompagne, des frères et sœurs qui vous encouragent à faire tous les jours un peu, c'est comme ça qu'on arrive à construire ce qu'on est soi-même. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de croire et de travailler sur ce que l'on croit. Si? C'est pas simplement parce qu'on croit que les choses vont arriver. Il faut travailler, il faut aller à l'école, il faut écouter ses parents, il faut être sociable. Si? Toutes ces choses, toutes simples de la vie quotidienne, il faut apprendre à les faire bien. Si? Il faut apprendre à respecter les autres, il faut apprendre à se respecter soi-même, il faut... Toutes ces choses, voilà, c'est ça. Moi, je dirais, la vie se construit petit à petit. Il ne faut pas penser qu'on est et puis on devient. Non, on se construit. D'accord, vous l'avez si bien écouté. Travaillez sur ce que vous croyez et puis vous allez arriver à un bon résultat. Merci beaucoup, Madame Madeleine Alingué, d'avoir partagé avec nous votre parcours exceptionnel. Merci. Et vos réflexions surtout à l'endroit des femmes. À l'endroit des femmes, en avant. En avant, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de... ce que vous faites, c'est ce qui doit être fait. En avant. En avant les femmes, en avant. D'accord. Alors, nous vous souhaitons beaucoup de succès sur vos projets futurs et nous espérons que votre exemple continuera à éclairer surtout le chemin de la jeune génération future. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices, chers internautes. Bref, les amoureux du groupe média Tchad Info de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de votre émission Parcours des femmes. Nous espérons bien à la semaine prochaine avec une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Inch'Allah.